L'esclavage au sein de la communauté soninké en Mauritanie, analyse des résistances et des discriminations internes par Dr Mohamed Yahya Ould Siré, AHME. La communauté soninké, principalement localisée en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Gambie, est longtemps restée associée à des pratiques esclavagistes profondément enracinées. Loin d'être une simple réminiscence du passé, ces dynamiques sociales et hiérarchiques continuent de façonner la vie de nombreux individus au sein de cette société, perpétuant des discriminations systémiques. Cet article propose une analyse factuelle de l'esclavage au sein de la communauté soninké, en examinant les mécanismes d'oppression et les luttes menées pour la justice sociale, tout en tenant compte du contexte historique et juridique de la Mauritanie. Histoire et hiérarchie sociale. L'histoire des Soninké, peuple ancien ayant joué un rôle clé dans l'empire du Ghana, a également été marquée par leur participation aux grandes traites négrières, sahariennes et atlantiques. Cette implication dans l'esclavage a laissé des traces profondes dans l'organisation sociale, avec une hiérarchisation rigide entre les nobles dits oro-oré au singulier et les esclaves, dits komo-komé au singulier. Ces pratiques, qui se sont poursuivies au fil des siècles, sont encore visibles dans la société contemporaine, où l'appartenance sociale est souvent déterminée par le statut d'esclave ou de noble. En plus de cette hiérarchisation, les terres fertiles sont traditionnellement aux mains des féodaux. Ces terres, issues de partages coutumiers, sont souvent travaillées par les descendants d'esclaves, qui ne possèdent en général ni droit de propriété, ni sécurité foncière. Les familles féodales, riches de ces exploitations agricoles, continuent à exercer leur influence en refusant la redistribution des terres selon les dispositions légales contemporaines du Code foncier mauritanien, notamment les articles 36 à 41 du décret numéro 20.00.089. La région Guidimaka en est un exemple, comme l'a évoqué Koundou Soumaré. Dans le milieu soninké, ces articles qui régissent le domaine foncier mauritanien s'appliquent plus ou moins. Les terres prises par un citoyen lambda pour en faire une maison ne posent pas de problème généralement, mais celles occupées pour des cultures sont revendiquées par les anciens propriétaires sous le modèle coutumier, dans bien des cas un défi moraux et religieux. L'esclavage, en particulier dans le contexte des sociétés musulmanes comme celle des Soninké en Mauritanie, pose un défi moral et religieux. Bien que certaines lectures historiques de l'islam aient toléré l'esclavage, les textes coraniques insistent sur l'importance de libérer les esclaves, faisant de cet acte une forme d'accomplissement spirituel et moral. Dans le Coran, plusieurs sourates mettent en avant la nécessité de libérer les esclaves, faisant de cet acte une action méritoire et une preuve de piété. Texte coranique sur la libération des esclaves. Sourate Al-Balad, 90/12-13, et qu'est-ce qui te fait comprendre ce qu'est la voie difficile? C'est de libérer un esclave. Ici, la libération de l'esclave est mentionnée comme une action vertueuse, définissant le chemin difficile vers la piété et la justice. Sourate An-Nour, 24/33, et ceux de vos esclaves qui désirent un contrat d'affranchissement, concluez-le avec eux, si vous reconnaissez quelque bien en eux. Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Ce verset souligne le droit des esclaves à solliciter leur libération par le biais d'un contrat de mukataba. Ce mécanisme permet à l'esclave de négocier avec son maître pour obtenir sa liberté en échange d'une compensation financière ou en remplissant certaines conditions définies dans le contrat. En encourageant les maîtres à affranchir leurs esclaves, surtout ceux qui ont démontré leur valeur ou leur bonne conduite, le Coran établit ainsi une voie vers l'affranchissement. Sourate Al-Baqara, 2/177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. Mais la bonté pieuse est celle de ceux qui donnent de leurs biens, malgré l'amour qu'ils en ont, à leurs proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, et pour libérer les esclaves. Ce passage insiste sur le fait que la vraie piété ne réside pas uniquement dans les rituels, mais dans la bienfaisance envers les opprimés, y compris la libération des esclaves. Il souligne ainsi l'importance de l'action sociale en faveur des plus vulnérables. Dans l'islam, on distingue donc deux formes d'affranchissement. La première est l'affranchissement unilatéral et gracieux, où l'esclave est libéré sans aucune compensation. Or, ces cas sont rares. La seconde forme est l'affranchissement contractuel ou onéreux,
dans lequel l'esclave rachète sa liberté, comme dans le cadre de la mukataba. Il semblerait que, dans la communauté soninké, seule cette dernière forme d'affranchissement soit pratiquée. Discrimination systémique au sein de la communauté soninké. Bien que certains Komo puissent acheter leur liberté, devenant ainsi affranchis, ce nouveau statut ne remet pas en cause la hiérarchie sociale profondément ancrée dans le système des castes de la société soninké. Les descendants d'esclaves soninké demeurent donc marginalisés. Cet immobilisme social constitue un défi majeur pour les droits de l'homme et l'égalité des chances, et se confronte directement aux principes de dignité humaine prônés par l'islam et de justice par les conventions internationales relatives aux droits humains, telles que celle de 1948 signée et ratifiée par la Mauritanie. Malgré les pressions internationales et l'engagement de la Mauritanie, qui a signé et ratifié plusieurs conventions contre l'esclavage, notamment la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926, entrée en vigueur le 9 juillet 1927, et la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et des pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956, en vigueur depuis le 30 avril 1957, 2. Les pratiques discriminatoires persistent au sein des communautés soninké. En ratifiant ces conventions, la Mauritanie s'est engagée à les intégrer dans son droit interne et à en assurer l'application. Pourtant, leur non-respect pourrait théoriquement exposer le pays à des sanctions des Nations Unies. Cependant, bien que celle-ci publie des rapports annuels sur l'esclavage et le racisme, aucune sanction n'a été imposée. Ces discriminations, profondément enracinées dans les structures sociales et culturelles, continuent d'affecter la vie des descendants d'esclaves. Sur le plan juridique, l'ordonnance 83/127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale stipule dans son article 6 les droits collectifs légitimement acquis sous le régime antérieur, préalablement cantonnés aux terres de culture, bénéficient à tous ceux qui ont, soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la pérennité de l'exploitation. 3. Or, ces textes juridiques sont rarement appliqués dans les villages soninké, où les descendants d'esclaves ne détiennent que très rarement des terres, contrairement aux familles féodales. Sur le plan économique, l'agriculture est une activité essentielle dans les zones rurales du Guidimaka. Or, les terres arables sont en général possédées par les oraux, renforçant ainsi la dépendance économique des descendants d'esclaves. De plus, ces derniers sont souvent relégués à des tâches subalternes, ce qui les maintient dans un cycle de pauvreté générationnelle. Sur le plan social, les descendants d'esclaves subissent une marginalisation systémique. Ils sont exclus des mariages mixtes avec les oraux, une pratique qui perpétue la hiérarchie sociale en rendant impossible toute ascension par alliance. Le pire qui puisse arriver aux gens féodaux, c'est qu'un de leurs se lie par le mariage avec un ancien esclave. 4. Les contrevenants peuvent s'exposer à des représailles, tant du côté de l'époux ou de l'épouse. Il en va de même pour les fonctions religieuses où celle d'imam ne peut être occupée par un comé que s'il est autorisé par l'ordre religieux communautaire. Cela suppose deux conditions. La première, une connaissance plus ou moins approfondie de l'islam, et la seconde, une acceptation de l'ordre social établi au profit des oraux. Ces critères, en maintenant les Komo dans une position subordonnée, perpétuent leur marginalisation dans la hiérarchie sociale et constituent un frein à leur affranchissement réel. Sur le plan politique, les descendants d'esclaves sont tenus à l'écart des instances de pouvoir. Depuis l'indépendance de la Mauritanie en 1960, aucun n'a accédé à des postes décisionnels ou à des fonctions ministérielles. Par exemple, Boubou Timéra a été nommé ministre sous le régime de Ould Taya, entre 1984 et 2005. Toutefois, sous la pression de la féodalité soninké en Mauritanie, il a été rapidement démis de ses fonctions. En ce qui concerne les structures politiques, partis, et législatives, un comé peut se porter candidat. Son élection dépend du vote des électeurs. Ainsi, en 2018, M. Koulibaly a été élu député de Diaguiyi dans le Guidimaka. S'agissant de la chefferie des villages, aucun descendant d'esclaves, comé, ne peut accéder à cette fonction. Sur le plan psychologique,
l'esclavage ne se limite pas aux conditions physiques de servitude. Il engendre également un complexe d'infériorité qui pousse les victimes à accepter leur asservissement. Certains membres du groupe sont marqués psychologiquement et n'osent même pas réfléchir sur le système qui les déprécie dans leur dignité humaine. 5. Certaines de ces victimes se complaisent dans l'asservissement, cherchent à en tirer un profit financier auprès des oraux, et parfois, s'opposent au combat que mènent les associations abolitionnistes. La dénonciation de l'esclavage et du système de caste par les personnes issues des castes inférieures reste un sujet délicat, tant sur le continent africain qu'en Europe. Les stigmates laissés par des siècles d'oppression et de discrimination créent une atmosphère de peur et de réticence à aborder ces questions. Les séquelles de l'esclavage se manifestent dans les histoires familiales, où les traumatismes et les humiliations vécues par les ancêtres continuent d'affecter les générations suivantes. Cet héritage psychologique engendre un sentiment d'invisibilité et de honte, entravant la capacité à parler ouvertement des injustices passées. De nombreux descendants d'esclaves éprouvent des difficultés à revendiquer leurs droits et à dénoncer les inégalités, craignant des répercussions sociales ou même des violences. Par ailleurs, dans les sociétés où le système de caste demeure profondément enraciné, remettre en question ces structures est souvent perçu comme une menace à l'ordre établi. Cela crée un environnement où le silence et la conformité sont privilégiés, empêchant ainsi toute forme de changement véritable. Les conséquences de cet esclavage psychologique sont multiples, elles alimentent la discrimination, renforcent les stéréotypes et perpétuent les divisions sociales. Un appel à la solidarité et à la justice. La condamnation de Hanoun Ould Oumardi Dicko, bien qu'issue d'une décision judiciaire sur des faits spécifiques que nous ne contestons pas, soulève une question plus profonde, celle de la liberté d'expression et du droit de dénoncer les pratiques d'esclavage et de discrimination. Son engagement et sa ténacité contre l'esclavage trouvent ses racines dans l'histoire de sa famille. Sa mère a été victime de l'esclavage alpulaar, tandis que son père a subi l'esclavage maure. La dénonciation des pratiques discriminatoires, comme celles que subissent les descendants d'esclaves soninké, est un acte essentiel dans toute société soucieuse de justice et d'égalité. Le silence imposé autour de ces violations ne fait que prolonger l'injustice. L'Association des Aratines de Mauritanie en Europe, AHME, tout en se concentrant sur la lutte contre l'esclavage maure, reconnaît que la libération des esclaves ne peut être segmentée. Pour qu'un véritable changement systémique s'opère, il est crucial de prendre en compte toutes les formes d'esclavage, y compris celles qui subsistent au sein de la communauté soninké. La libération des Aratines et des Komos est indissociable, car nous formons une seule nation. Les discriminations qui perdurent entre ces communautés sont un obstacle à la cohésion nationale. Une nation ne peut avancer vers la justice et la liberté tant qu'une partie de sa population reste opprimée. Il est primordial de défendre le droit de dénoncer les violations des droits humains car ce droit constitue le socle d'une société équitable et respectueuse de la dignité de tous ses citoyens. La lutte pour l'abolition de l'esclavage en Mauritanie incombe à l'État mauritanien. Bien que le cadre juridique soit relativement complet, l'État refuse d'en appliquer les dispositions. Si ces textes étaient effectivement appliqués, l'abolition de l'esclavage deviendrait une réalité tant dans la communauté maure que la communauté négro-mauritanienne. Toutefois, l'État mauritanien continue de servir les intérêts de la principale structure féodale, celle des Maures, qui tire avantage de la perpétuation de l'esclavage. Les féodalités secondaires alpulaar, soninké, wolof profitent de cette politique pour maintenir leur domination sur les castes inférieures. Ainsi, les féodalités négro-mauritaniennes sont à la fois dominatrices de leurs castes inférieures, mais victimes elles-mêmes du racisme de l'État mauritanien. La transgression du droit interne et international par la Mauritanie sert essentiellement les intérêts de l'État et de la féodalité maure. L'espoir demeure car sur le plan national, l'ARMEP continue de mener le combat contre l'esclavage et le racisme, tandis que sur le plan régional, Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie, il est porté par Ganbana Action Fed. Le 31 décembre 2024, Mohamed Yahya Ould Sir, président de l'Association des Aratines de Mauritanie en Europe, AHME.